Ce soir, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, sera à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Et demain, il y aura un sommet dans la capitale pour parler de l'aide à l'Ukraine. Mais cette aide sera-t-elle suffisante? Les Européens peuvent-ils apporter des garanties de sécurité crédibles à l'Ukraine? C'est justement notre question du jour aujourd'hui sur le site du Figaro. Et pour y répondre, je suis avec Patrick Saint-Paul. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du service international du Figaro. Patrick, une question un peu générale au début, mais que vient chercher Volodymyr Zelensky à Paris aujourd'hui et demain? Alors c'est surtout demain que ça se joue parce qu'il est un peu sur la même longueur d'onde avec Emmanuel Macron. Il vient chercher un soutien concret. Ça fait longtemps qu'on parle de cette affaire, de la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour garantir un éventuel accord de paix. Et maintenant que les choses se précisent un peu dans la négociation et qu'il se rend compte à quel point il est lâché par les États-Unis, il veut savoir quelles garanties de sécurité peuvent offrir les Européens et il veut avoir des engagements concret. Donc, il vient là pour ça. D'ailleurs, il nous donne une interview qu'on publiera ce soir sur le site à 20h30. Et donc, ses conseillers nous ont déjà expliqué qu'ils voulaient vraiment venir pour lancer un appel pour avoir des engagements concrets des pays européens. Donc, savoir quels pays sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix. Donc, combien de pays, combien d'hommes sont prêts à envoyer chaque pays et pour quel mandat, quelle mission? Parce que, en fait, ce qui l'inquiète, c'est la tournure actuelle des discussions chez les Européens, où on parle d'une force qui serait sous mandat de l'ONU, c'est-à-dire une force de paix casque bleu, avec éventuellement des troupes issues d'autres pays. Et bon, voilà, on sait très bien le passif qu'ont ces forces sous mandat ONU de casque bleu. Elles font en général preuve de leur inefficacité. Elles sont là pour compter les points et ça sert à rien. Et donc lui, il veut une force de paix qui soit efficace. Et donc il se tourne vers les Européens. Déjà, on l'a dit, les Européens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Qui est plutôt pour et qui est plutôt contre? Alors, il y a les pays qui sont prêts à contribuer. Donc, en gros, la France et le Royaume-Uni sont moteurs. Il y a un certain nombre d'autres pays, comme les pays baltes, qui sont prêts à envoyer un contingent symbolique. Mais eux ont leur propre sujet, puisqu'ils ont des frontières communes avec la Russie, et donc ils sont très inquiets par la menace russe. Et donc ils n'ont pas envie de se dégarnir totalement. La Pologne est dans ce cas aussi, c'est-à-dire que la Pologne, qui est l'allié en Europe qui donne le plus à l'Ukraine par rapport à ses moyens. Celui qui donne le plus, c'est l'Allemagne, mais par rapport à ses moyens, c'est la Pologne. La Pologne n'envoie pas de troupes parce qu'elle veut garder ses frontières et sécuriser ses frontières parce qu'elle est en marge du conflit. Elle a une frontière avec l'Ukraine et il y a parfois il y a eu des débordements, notamment des missiles qui sont tombés du côté polonais de la frontière. Donc elle ne peut pas se permettre de se dégarnir. Donc voilà, il y a le cas de ces pays-là. Et puis après, d'autres pays. Donc en gros, tous les pays de l'Est de l'Europe sont favorables à l'envoi de troupes, et même s'ils ne sont pas forcément en état de contribuer. Donc c'est tout ça qu'il faut clarifier. Et ensuite, il y a le cas des pays du sud de l'Europe. Il y a une fracture Est-Sud qui est de plus en plus marquée, où par exemple l'Italie, comme elle n'a pas encore totalement choisi son camp. Est-ce qu'elle est totalement avec l'Union européenne ou est-ce qu'elle essaie de protéger encore sa relation transatlantique parce que Giorgia Meloni a une relation spéciale avec Elon Musk et donc un accès un peu spécial aussi à Trump. Donc elle espère avoir un traitement de faveur en Europe. Donc, du coup, elle se dissocie un peu des Européens. Et puis, il y a l'Espagne aussi qui, elle, ne veut pas envoyer de troupes. Voilà, donc il y a les pays du Sud. Il y a cette question-là. Et puis, après, évidemment, il y a le cas Orban, la Hongrie et la Slovaquie qui, elles, sont opposées à l'envoi de troupes. Et donc, si ça devait être une décision... une force européenne, en fait, il y a une possibilité d'un veto
hongrois, puisque pour une force européenne, il faudrait un accord unanime des 27. Et même, visiblement, les juristes ont étudié ce cas. Si c'était un noyau dur de pays qui envoie une force, même dans ce cas-là, il faudrait probablement une unanimité européenne. Donc les Européens cherchent comment contourner ces problèmes. C'est aussi juridique. Oui, parce que demain, c'est pas vraiment un sommet européen, c'est les pays qui sont prêts. Le sommet des pays des bonnes volontés. C'est ça. Donc, par exemple, il y aura le Royaume-Uni qui ne fait pas plus partie de l'Europe. Et puis la première réunion qui s'est tenue à Londres, où c'était un cadre un peu plus fou. Il y avait aussi le Canada, l'Australie étudie la possibilité d'envoyer des troupes. Oui, c'était ces images-là qu'on voit. Voilà. Donc, effectivement. Il y a aussi la question de l'acceptabilité, de l'acceptation, parce que la Russie, elle ne veut pas, de troupes européennes sur le sol absolument pas. Ukrainien. Et on est en train de négocier quelque chose dont la Russie ne veut pas. Alors, soyons clairs, les troupes ne se déploieront que dans l'hypothèse d'un accord de paix dans lequel la Russie aurait donné un accord pour le déploiement d'une force. Pour l'instant, la Russie y est totalement opposée parce que elle lutte depuis des années pour ne pas avoir l'OTAN à ses portes. Et là, elle aurait une force composée de pays de l'OTAN à ses portes. Donc, c'est pour ça que la Russie essaie de faire entrer dans le jeu les Chinois et d'autres pays. Et d'où l'idée d'un mandat de l'ONU. Mais s'agissant des Européens, on voit que le discours a totalement changé à Moscou, puisque après le début de l'invasion russe de février 2022, le Kremlin disait c'est l'OTAN et l'ennemi, et nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, nous sommes en guerre contre l'Occident collectif incarné par l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est plus l'OTAN, puisque ils essaient de se rapprocher des Américains, et donc les Américains sont les patrons de l'OTAN, donc on ne parle plus de l'OTAN, mais le Kremlin dit ce sont les Européens les ennemis, et nous combattons les Européens qui sont en train de se réarmer pour agresser la Russie. Et donc voilà, les Européens se retrouvent en première ligne face à la Russie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces rendez-vous. Est-ce que, on a parlé un peu de la possibilité, est-ce que matériellement, les Européens auraient le dispositif pour faire respecter un cessez-le-feu? On a dit que de la part de l'ONU, ce ne serait pas possible. En tout cas, ça a montré par le passé que ce n'est pas très efficace. Est-ce que les Européens pourraient l'être? Alors, la mission, les Européens, clairement, n'ont pas les moyens d'envoyer une force suffisante pour faire respecter 1200 km de ligne de front sur 30 km de profondeur. Pour ça, il faudrait au moins 100 à 200 000 hommes. Or, pour l'instant, on parle de 30 000 hommes au mieux. Et donc, c'est une force qui serait symbolique et qui, d'ailleurs, ne serait pas, a priori, déployée sur la ligne de front. Elle serait déployée en appui à des endroits... par exemple, à la frontière avec la Biélorussie, dans la région d'Odessa, afin de pouvoir libérer des forces ukrainiennes qui, elles, seraient déployées sur le front pour maintenir en respect les troupes russes, pour empêcher qu'elles fassent des violations du cessez-le-feu et qu'elles tentent de nouvelles incursions. Et donc, elles seraient en appui avec l'idée que, si on agresse l'Ukraine à ce moment-là, en frappant notamment dans des endroits où des troupes européennes seraient déployées, ce serait une forme d'agression contre les troupes européennes. Et là, la question, c'est on ne sait pas trop ce qui se passerait. Est-ce que les Européens entreraient en guerre avec la Russie ou non? Enfin, toutes ces questions ne sont pas du tout clarifiées parce que le mandat, en fait, n'est pas encore fixé. Et donc, les conditions de riposte des Européens à une éventuelle agression russe non plus. Et là, ce serait assez prématuré parce que tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, en fait, on ne peut pas vraiment
tant qu'on n'a pas les contours de l'accord de paix, on ne peut pas fixer la mission des forces de maintien de la paix. En fait. Oui. C'est un peu prématuré. On le comprend bien. La question du jour, les Européens peuvent-ils apporter des garanties de sécurité crédibles à l'Ukraine ? 42% des internautes répondent oui, ils ne sont pas très optimistes. Non, ils ne sont pas très optimistes et ils ont peut-être raison. Jusqu'à présent, ce que nous ont enseigné les dernières années depuis 2022 et depuis l'élection de Donald Trump, c'est que les Européens traînent des pieds. Ils auraient tous les moyens pour apporter ces garanties de sécurité, pour prendre en main la sécurité de l'Ukraine et leur propre sécurité. Mais on voit que c'est difficile pour eux de s'entendre, que budgétairement, ça coûte beaucoup d'argent et qu'il va falloir s'endetter pour le faire. Donc, on avance sur ces questions-là, sur ce débat-là, mais on voit que c'est des processus longs, alors que précisément, c'est le temps qui manque aujourd'hui. Effectivement. Une petite question aussi sur les négociations en ce moment qu'il y a entre Russes et Américains, avec l'Ukraine aussi. On a parlé hier d'une trêve en mer Noire. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette trêve ? Alors en fait, depuis le début, Donald Trump se plie aux conditions de Vladimir Poutine. Il a réussi à imposer à Volodymyr Zelensky un cessez-le-feu global. À la suite de cette acceptation ukrainienne, Vladimir Poutine a refusé le cessez-le-feu global. Lui, ce qu'il voulait, c'était un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui joue totalement en la faveur des Russes, puisque l'intérêt des Russes, c'est de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant l'hiver, pendant les mois les plus durs, pour priver les Ukrainiens de chauffage et d'électricité et leur casser le moral. Donc, il y a c'est quand même plutôt... de toute façon, il allait arrêter. Il ne bombarde pas parce que c'est gaspiller des munitions de bombarder ces infrastructures pendant l'été. Oui. Donc, de toute façon, ils auraient arrêté. Et par ailleurs, les Russes sont très inquiets par le développement du nouveau missile Neptune ukrainien qui, lui, est capable de frapper les infrastructures pétrolières russes et de faire beaucoup de mal à l'économie russe. Donc ça, ce premier accord-là, qui date d'il y a une semaine, il est favorable à Poutine. Ce qui s'est passé hier à Riyad, c'est là encore quelque chose qui est à la faveur plus ou moins des Russes, puisque depuis le début, en fait, il y a une guerre en mer Noire et qui, en fait, consistait pour les Russes à vouloir étouffer l'Ukraine pour la priver de ses exportations. Or, l'Ukraine, à grand renfort de drones et de missiles, a réussi à chasser la flotte russe de la mer Noire, ou à l'écarter suffisamment pour avoir un corridor qui permet de longer la Roumanie et d'assurer les exportations, notamment de céréales, à travers la mer Noire. Et on voit que là, en fait, Poutine a obtenu cette concession, puisque ça n'intéressait plus vraiment les Ukrainiens, bien que ils n'exportent pas autant qu'avant, mais suffisamment pour maintenir un peu à flot leur économie. Oui, Poutine, il veut, en échange de cet accord, et c'est pour ça que rien n'est gagné, qu'on l'autorise à faire des transactions avec le système SWIFT de monnaie internationale, ce dont il est privé depuis quasiment le début de la guerre, et qui handicape vraiment fortement l'économie russe. Sauf que là, pour ça, il faut une autorisation des Européens. Et or, les Européens sont exclus des négociations, tout comme les Ukrainiens, et c'est lever les sanctions avant l'heure, c'est-à-dire avant un accord de paix, et je ne suis pas sûr que les Européens seront favorables à ça. Donc, comme c'est une condition posée par Poutine pour l'application de cet accord sur la mer Noire, on voit mal comment il pourrait être appliqué, puisque Poutine, contrairement à Trump, quand il dit quelque chose, il respecte sa parole et il va jusqu'au bout. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas Patrick Saint-Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la question du jour. Je rappelle effectivement l'interview de Volodymyr Zelensky à retrouver sur notre site dès 20h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.